Nous allons maintenant passer à l'architecture du Palais Bourbon. En effet, le Palais Bourbon était une demeure princière. Le Palais Bourbon et l'Hôtel de la Sèye furent édifiés simultanément de 1722 à 1728 sur les terrains acquis par la duchesse de Bourbon en 1720 et dont elle céda une partie à son amant, le marquis de la Sèye. Quatre architectes, Giardini, Lassurance, Jacques Gabriel et Aubert, se succédèrent dans la direction des travaux. Le même parti architectural, dit à l'italienne, caractérisait les deux bâtiments. Construction de plain-pied, entre cour et jardin. Le palais achevé en 1728, qui rappelait par son style le Grand Trianon, fut considéré au XVIIIe siècle comme le plus grand ornement de la ville après les maisons royales. À la mort de la duchesse, le palais fut acquis par Louis XV, qui le céda en 1764 au prince de Condé. Celui-ci confia à Le Carpentier, puis à Bélisard, de vastes travaux d'agrandissement. La cour d'honneur fut entourée de bâtiments, prolongés à l'ouest jusqu'à l'hôtel de la Sèye, qui avait été racheté en 1768 aux héritiers du marquis. Les aménagements longs et coûteux ont commencé dès 1765, ne furent achevés qu'en 1788. Puis un an plus tard, le prince de Condé, fuyant la Révolution, quittait la France pour 25 ans. Le palais de Bourbon fut de 1791 à 1798 le premier palais républicain. Confisqué en 1791, le palais Bourbon fut déclaré bien de la nation. Il abrita en 1794 la future école polytechnique, avant d'être affecté en 1795 au Conseil des 500. Sans toucher aux façades, les architectes Guizot et Lecomte relièrent l'hôtel Lasset et le palais Bourbon par une grande galerie vitrée. Auparavant, ils construisirent également une salle des séances, hémicycle inscrit dans un rectangle sur l'emplacement des grands appartements. Cette salle de 500 places fut inaugurée le 21 janvier 1798 et utilisée sans modification jusqu'en 1829. De cette salle originale, seuls subsistent les bureaux du président et la tribune de l'orateur. Des travaux furent aussi réalisés sous le Premier Empire. La légende veut que Napoléon, fort mécontent du résultat final, ait émis le regret de ne plus être lieutenant d'artillerie pour faire donner le canon contre ce portique de mauvais effet. Moins d'un siècle après son édification, une imitation gracieuse du Grand Trianon était remplacée par un monument néoclassique. L'ancienne façade a donc été entièrement enveloppée par la nouvelle, ce qui a permis d'aménager dans le vide entre les deux constructions une salle des gardes et un salon dans lequel l'empereur pouvait se préparer pour la séance d'ouverture de la session. Grâce à la colonnade de Poyet, le palais Bourbon donne de l'extérieur l'impression d'être strictement perpendiculaire au pont de la Concorde. En réalité, le corps du bâtiment du palais est sensiblement décalé par rapport à la ligne du fleuve. À l'origine, le perron du palais Bourbon était dépourvu de grilles et accessible aux passants. De la Restauration à nos jours, l'État devint définitivement propriétaire du palais Bourbon en 1827 et l'hôtel de la Sèye en 1843. Après l'acquisition du palais Bourbon en 1827, pour réinstaller la Chambre des députés, l'architecte Jules de Joly dirigea pendant 5 ans les transformations qui allaient donner au lieu leur physionomie actuelle. Construction d'une salle des séances plus vaste, avancement de la façade côté cour et division de l'espace ainsi conquis en 3 salons. Édification en doublement de l'aile droite d'une bibliothèque. La décoration des plafonds de cette dernière, ainsi que celle d'un des salons, fut confiée à Eugène Delacroix. Ce que nous devons aussi retenir de l'architecture du Palais Bourbon sont ses statues et le bas-relief. Napoléon Ier à cheval, offrant au corps législatif les drapeaux conquis à Austerlitz. Tel était le thème du bas-relief ornant le fronton sculpté en 1806 par Antoine Chaudet. Dès leur retour en 1814-1815, les Bourbons s'empressèrent de faire disparaître cette allégorie à la gloire de l'empereur. Les bas-reliefs sont martelés et remplacés par une scène magnifiant la charte constitutionnelle octroyée aux Français par Louis XVIII, scène confiée à Évariste Frognard. La monarchie de Juillet souhaite à son tour effacer cette trace du régime précédent. Le nouveau motif, sculpté entre 1838 et 1841 par Cortot, représente la France, drapée à l'antique, debout devant son trône, accompagnée de la force et de la justice,
appelant l'élite à la confection des lois. Plus aucune modification ne sera apportée à cet ensemble, si ce n'est de manière accidentelle. En juin 1957, lors d'un violent orage, la France perdit un bras, heureusement restauré sans délai. À l'exception du fronton, l'appareil décoratif de la façade du Palais Bourbon date entièrement du Premier Empire. Encadrant le bas des gradins, les statues de 4 grands commis de l'État veillent sur le monument, incarnant les vertus de l'action politique. Sully le réformateur, l'Hospital le conciliateur, D'Aguesseau l'unificateur du droit et de la jurisprudence, et Colbert l'organisateur de l'économie. Ces 4 statues ont dû être remplacées par des moulages lors de la restauration de la colonnade en 1989. De part et d'autre des marches, en avant de la façade, sont placés Athéna et Thémis, représentant la législation et la prudence. Athéna est l'œuvre de Philippe Laurent Roland, copié de la Minerve de Giustiniani du musée du Vatican. Thémis, sculpté par Jean-Antoine Houdon, portant de la main gauche une balance, personnifie la justice et l'ordre public. Sur les côtés de la façade, en arrière de la colonnade, 2 bas-reliefs, commandés en 1837 et réalisés respectivement par François Rude et James Pradier, figurent à droite Prométhée animant les arts et à gauche l'instruction publique. Au centre du relief, Prométhée, personnification de la création, incline sa torche et donne vie aux arts. On remarque à gauche l'architecture dessinant un dôme à l'aide d'un compas, et la sculpture évoquée par un amour sculptant la tête de l'esclave mourant de Michel-Ange et par le Milon de la Crotonne de Pierre Puget. À droite sont figurées la musique, avec une lyre, et enfin la peinture représentée par un homme mûr dont les traits semblent ressembler à ceux de Rude lui-même. Le relief de l'instruction publique illustre les débats parlementaires des débuts de la monarchie de Juillet. Au centre, l'instruction publique est personnifiée par Minerve, enseignant l'alphabet à de jeunes enfants. Elle est entourée de l'éducation religieuse et des 9 muses représentant les arts et les sciences. Aussi surprenant que cela soit pour une démocratie aussi ancienne que la France, aucun palais n'a jamais été construit spécifiquement pour abriter sa représentation nationale. Cette lacune n'a pas manqué d'exciter l'imagination de nombreux architectes et de susciter des propositions. De 1789 à 1963, plus de 80 projets sont recensés, évoquant l'installation du siège de l'Assemblée à la Bastille, aux Invalides, aux Tuileries ou à la Madeleine. Fin 19e, début 20e, avec l'accroissement du nombre de députés, l'agrandissement de l'hémicycle semble si nécessaire que plusieurs projets envisagent, pour gagner du terrain, de détruire la façade. La Chambre examinera parmi d'autres les plans proposés par son architecte Édouard Buquet. L'avant-projet, confié à Paul Nénaud, architecte de la Nouvelle Sorbonne, devait permettre de remplacer, selon les termes du rapport, l'horrible paravent qui semble faire de la Chambre le temple d'obscurité et des ténèbres. Au soulagement de beaucoup, ce projet, pas plus que ceux qui se succéderont encore jusqu'aux années 60, ne verra le jour, laissant la colonnade de Poyer intacte. Parmi ceux qui se plurent à imaginer de nouveaux projets pour l'Assemblée, Georges Desmauget, architecte de la Chambre des députés, en proposa un en 1912 sur le quai d'Orsay, dans un style architectural proche de celui du Grand Palais. À l'instar des autres projets, les controverses esthétiques, les coûts financiers, les élections, puis la guerre empêchent son aboutissement.